Chers auditeurs, chers invités, chers partenaires, bonjour, bienvenue pour ce deuxième rendez-vous de la journée, organisé dans le cadre du forum DigiCloud Africa sur le thème de la transformation digitale des entreprises et des organisations africaines. Je vous invite à retrouver l'intégralité du programme de la semaine sur le site online.digicloud.ma dans la rubrique Programme. Si vous avez des projets en transformation digitale, j'en profite pour vous dire qu'il est encore temps de vous inscrire en tant qu'invité au forum DigiCloud dans la rubrique Être invité, toujours sur le même site online.digicloud.ma. Petit rappel des dates, l'événement aura lieu donc du 17 au 19 mars, donc la semaine prochaine, mais sachez que la plateforme est déjà active depuis hier. Par conséquent, si vous n'avez pas déjà rempli le formulaire pour pouvoir être invité, remplissez-le sans plus attendre. Et si vous remplissez les critères d'admission, vous aurez accès à la plateforme DigiCloud et pourrez donc entrer en relation avec nos partenaires experts et professionnels de la transformation digitale et du cloud. Sans plus attendre, nous accueillons cet après-midi M. Khaled Weslati, qui est le directeur commercial de SPG, et Sofiane Henny, qui est le Sales Engineer North and West Africa de la société ForcePoint, qui aborderont le thème suivant, Work Securely Anywhere, Keep Data Safe Everywhere. En d'autres mots, travaillez en toute sécurité où que vous soyez, maintenez vos datas protégées partout. Vous pourrez poser vos questions à la fin du webinaire et nous y reviendrons. Sofiane se fera un plaisir de vous répondre. Sans plus attendre, je laisse la parole à M. Khaled Weslati, directeur commercial de la société SPG en Tunisie. Khaled, bon webinaire. Merci Christophe. Merci à tous. Merci d'être présents. Alors, je commence par présenter SPG en quelques mots. SPG est une entreprise tunisienne qui travaille dans le cloud computing et la cybersécurité et qui couvre le territoire nord-africain et Afrique de l'Ouest. On est très spécialisé dans la sécurité et à cette occasion, on s'allie à ForcePoint, notre partenaire ForcePoint, pour venir vous présenter quelques éléments de la sécurité et ce que vous pouvez apporter à vos entreprises. Alors, chose très importante, l'année 2020 a été particulière, disons, et donc nos habitudes ont totalement changé. On a introduit le télétravail et aujourd'hui, réellement, c'est une option qui va sûrement perdurer. Donc, ça c'est l'objet un petit peu de la présentation que Sofiane va animer et on va pouvoir parler de sécurité de la donnée et comment travailler tout en étant sécurisé à partir de votre maison ou de votre bureau, peu importe. Voilà. Donc, n'hésitez pas au cours de la présentation à poser toutes vos questions. On sera là, ForcePoint, Sofiane et moi-même, présents pour y répondre. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon webinaire. Sofiane, à toi. Merci Khaled, merci Christophe et merci à vous tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Alors en fait, la transformation digitale prend toute une autre forme avec ce qui s'est passé l'année dernière avec l'apparition du Covid. Et je commence par ce sondage qui a été fait sur LinkedIn il y a quelques semaines, qui est très parlant. Et en fait, la question était simple. Quel est l'impact du Covid? On peut la traduire. Quel est l'impact du Covid sur les projets de transformation digitale? Et en fait, pour 80%, du moins c'est le ressenti de tout le monde, le Covid a accéléré de façon significative ou a imposé carrément dans certaines entreprises la transformation digitale. L'impact est énorme. Je ne sais pas si c'est correct de le dire, mais c'est le bon côté du Covid. Quelque part, ça a permis d'accélérer cette adoption du cloud et de travail à distance comme standard et d'accélérer la transformation digitale. On a vu des situations en fait où des entreprises qui étaient hermétiques au travail à distance passaient de quelques utilisateurs travaillant à distance dans des situations exceptionnelles à des milliers d'utilisateurs connectés en VPN du jour au lendemain. Et pour les bons ingénieurs assez paranoïaques, c'était quelque chose de très stressant et ils avaient la sensation de perdre le contrôle sur leurs données. Et justement, donc,
nous, cette situation a généré une nouvelle demande et beaucoup de choses se sont mises en place. ForcePoint a mis en place une plateforme justement pour pouvoir accompagner les entreprises dans cette transformation qui n'a été que accélérée par le Covid. Alors, il y a un petit sondage qu'on va lancer. En fait, ce qu'on a vu sur le terrain en discutant avec les clients, c'est qu'il y a une tendance à adopter le travail à distance comme standard. Du moins partiellement. J'ai des clients qui souhaiteraient avoir 40 à 50% de la force de travail qui travaille à distance. Il n'y aura plus d'obligation à être au bureau. Mais le sondage, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que vous, dans vos entreprises, vous allez prendre le travail à distance comme standard et devenir le nouveau de facto standard de travail dans votre entreprise. Donc, vous aurez quelques secondes pour y répondre et on continuera la présentation tout à l'heure. Le sondage a été lancé, chers auditeurs. À vos souris, cliquez sur cette fameuse question posée. Ça nous permettra d'apporter un éclaircissement sur votre position quant à cette question très importante, qui est d'ailleurs le thème du sujet d'aujourd'hui. Encore quelques secondes. Très bien. Je pense que tout le monde a eu largement le temps de répondre à la question. Sofiane, c'est à vous. Parfait. Alors, la transformation digitale, de façon générale, on le savait avant, et la création de ForcePoint, pour ceux qui ne connaissent pas ForcePoint, c'était une fusion entre la division cybersécurité de Raytheon et WebSense. Puis il y a eu l'acquisition de Spansoft pour la solution NG Firewall et Red Hat pour tout ce qui est analyse comportementale et Skyfence pour la partie CASB. Toute cette dynamique qui a été créée en 2016, l'objectif, c'était d'accompagner les entreprises dans la transformation, dans le processus de transformation digitale. On le savait bien en avant que la transformation digitale nécessitait une autre approche, une autre architecture. La mise en place, pas forcément de nouvelles solutions, mais une nouvelle manière de comment utiliser ces différentes solutions pour justement permettre une adoption plus rapide du cloud, une consommation plus rapide et plus sécurisée du cloud. Mais avec l'avènement du Covid 2021, du jour au lendemain, des choses ont changé et on a perdu le confort d'aller analyser, chercher, construire notre stratégie à notre rythme. Du jour au lendemain, les entreprises ont été obligées d'adopter massivement le travail à distance. Et s'ils voulaient avoir quelque chose, s'ils voulaient continuer d'exister, il fallait passer au cloud sur ne serait-ce que pour des services comme Teams ou Zoom ou des applications de ce genre, pour continuer à travailler, continuer à exister. Et cette accélération, cette transformation, elle vient avec ces challenges. Pour les équipes de sécurité, ça crée de nouvelles problématiques. Comment protéger la force de travail qui est connectée à distance? Comment assurer en même temps la sécurité de mes branches et de mes sites distants? Comment contrôler les données et surtout les données régulées, mais pas que qui sont sur le cloud? Protéger les données qui sont sur mon réseau d'entreprise. Tout cela vient avec la transformation digitale et le but ultime, c'est de sauvegarder la chose qui est le nerf de guerre pour une entreprise, c'est les données d'entreprise. Une entreprise sans données, elle n'existe pas en fait. Que ce soit les données clients, les données des fournisseurs, toute forme de propriété intellectuelle, nous avons la responsabilité de la protéger là où elle est, qu'elle soit sur le PC de l'utilisateur, sur votre serveur, dans l'application, sur OneDrive, dans Office 365, sur Salesforce, peu importe. Le but ultime, c'est de protéger ces données. Et en fait, et d'assurer aussi la visibilité qu'il faut. Pas mal de clients se sont plaints juste après le passage, surtout les premiers temps du confinement très dur. Beaucoup de clients se sont plaints d'absence de visibilité sur ce qui se passe sur les PC des utilisateurs. Du jour au lendemain,
tout le monde travaillait à distance. Alors, le périmètre qui était le périmètre d'entreprise, les firewalls extérieurs, les firewalls intérieurs, toutes ces briques de sécurité se sont volatilisées. Et le nouveau edge, le nouveau périmètre de l'entreprise, c'est le salon de l'utilisateur, c'est sa cuisine, c'est le café pour ceux qui avaient la chance d'avoir des cafés ouverts. Donc, il fallait assurer une sécurité à ce niveau-là. Et la visibilité, c'est extrêmement important quand on parle de sécurité. Et justement, donc, on a besoin dans ce nouveau monde où il n'y a plus de frontières, d'assurer un monitoring continu des utilisateurs et surtout détecter les comportements à risque et adapter nos politiques de sécurité selon ce niveau de risque. Sauf qu'avec l'approche classique, ce n'est pas faisable. On l'a vu, ce n'est plus de la théorie, on l'a vu l'année passée. Du jour au lendemain, tout l'investissement qu'une entreprise aurait fait ou a fait dans une plateforme de sécurité, toutes ces briques de sécurité, NG Firewall, Endpoint, les IPS, les proxys, devient du jour au lendemain inutilisable. Pourquoi? Parce que les utilisateurs ne sont plus au bureau. Et la donnée, surtout si elle est passée au cloud, elle n'est plus dans le data center. Donc, on ne peut pas faire face aux nouveaux défis avec les anciennes armes. Et l'idée, en fait, très tôt, je ne sais pas si c'est par hasard, mais très tôt l'année passée, il y avait… Alors oui, avant d'aller sur le slide suivant, en fait, il y a eu un problème qui s'est posé aussi. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je pense que tout ingénieur de sécurité ou professionnel de la sécurité a constaté ça. On est arrivé très rapidement à la limite de l'utilisation des VPN, des clients VPN. Beaucoup de problèmes ont apparu. Le client VPN, ils ont fait leur travail, ils ont été très étudiés durant cette période, mais en fait, avant le Covid, les clients VPN étaient utilisés de façon, on va dire, très limitée pour quelques personnes dans l'entreprise, dans certaines situations. Et du jour au lendemain, on est passé à des milliers d'utilisateurs connectés en VPN. La première chose qui posait problème, c'est le déploiement de tous ces clients VPN, la configuration de tout ça, la gestion de tous ces VPN. Et les firewalls ou les équipements de terminaison VPN n'étaient pas prêts pour cette charge-là. Donc, on est arrivé très rapidement à la limite. Et puis, ça a causé un problème de visibilité sur le trafic des utilisateurs. Ce modèle-là, l'ancien modèle, est basé sur un principe simple, c'est la confiance implicite. Une fois que vous avez ouvert un accès VPN à un utilisateur, ils peuvent pratiquement tout faire. Vous ouvrez ça au niveau network et une fois que vous lui ouvrez l'accès, vous n'avez plus le contrôle sur ce qu'il fait. Ça dépend de la configuration, mais généralement, quand on lui ouvre un réseau, il a la possibilité d'aller chercher tout ce qu'il y a sur ce réseau-là. Il n'est pas limité à l'application qu'il utilise uniquement. Et là, donc, on répond pas à un principe très simple qui est le least privilege, c'est-à-dire de donner à un utilisateur le privilège dont il a besoin pour faire ses travaux uniquement. Et pour les équipes de sécurité, c'est un problème de sécurité qui était considérable et il y avait pas mal de demandes, il y a des clients pour avoir quelque chose de plus scalable que le VPN qu'on utilise actuellement, de plus simple à gérer et surtout qui donne un meilleur contrôle sur le trafic des utilisateurs, sur ce que font les utilisateurs après s'être connectés au système d'information. En utilisant un VPN ou pas, le plus important, c'est de savoir tel utilisateur, en se connectant à mon système d'information, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il peut faire. Et donc, très tôt l'année passée, je me souviens en décembre ou janvier janvier 2020, il y avait ce papier qui est sorti de Gartner qui décrit quelque chose qu'on appelle SASE, Secure Access Service Edge. Et l'idée, en fait, ils avaient prévu, c'était juste avant le Covid, comme par hasard, ils avaient prévu que sur les 10 prochaines années, en fait, ils ont effectué une étude, ils ont vu que la demande des clients sera axée sur une plateforme dans le cloud où toutes les briques de sécurité vont migrer vers ce service Edge
Le client va utiliser un équipement ou une solution sur son réseau pour transférer, pour diriger tout le trafic vers ce cloud-là, où toutes mes briques de sécurité seront activées. C'est plus simple, c'est plus rentable et on va dire c'est plus agile. Et en fait, avec quelques semaines après, il y a eu le Covid et ça a été un superbe accélérateur de ce concept de SASI. Et c'était une réponse toute prête pour une problématique, la problématique qu'on a posée tout à l'heure, c'est-à-dire toutes mes briques de sécurité qui ont été bypassées parce que mes utilisateurs et mes applications ne sont plus dans mon data center. En fait, on va récupérer le contrôle et la visibilité et peut-être même augmenter notre niveau de sécurité en adoptant cette approche SASI. Alors, le premier réflexe, c'est de mettre dans le cloud, prendre une approche basée sur l'infrastructure, c'est-à-dire avoir des fonctions, les mêmes fonctions qu'on avait on-prem et de les mettre dans le cloud. Sauf que ça ne permet pas d'aller encore plus loin parce que vous aurez toujours des policies différentes, surtout du point de vue données, parce que le plus important, c'est de contrôler ces données, de protéger ces données on-prem ou dans le cloud, la problématique reste la même. En adoptant une approche basée sur l'infrastructure, en fait, on n'a pas résolu le problème de base qui est d'avoir le contrôle sur mes données régulées, propriété intellectuelle, qu'elle soit dans le cloud ou sur les PC de mes utilisateurs ou pour les applications qui restent on-prem. Et la différence de Forcepoint, en fait, elle est là. Depuis 2016, nous travaillons sur cette problématique-là. Et en fait, on est arrivé très tôt et c'était en fait le démarrage ou la raison d'être de Forcepoint, c'est-à-dire avec tous ces changements qui arrivent, ces changements d'architecture, ces changements de manière de travailler, des applications qui vont dans le cloud, des utilisateurs qui travaillent de plus en plus à distance, l'ouverture du système d'information sur des partenaires, sur des clients, tout ça fait en sorte que l'approche classique n'est plus viable. Et on est arrivé à la conclusion qu'il y a deux constantes qui ne changeront jamais. C'est l'être humain et la donnée. C'est des choses qui existaient déjà et qui existeront toujours pour une entreprise. Et si on se concentre sur cette interaction de l'être humain avec la donnée, en comprenant ce comportement, on pourra et construire en fait l'infra qu'il faut autour de ça, on pourra apporter un meilleur niveau de sécurité et surtout une sécurité qui est dynamique, qui est adaptable au niveau de risque. Donc, dans l'approche de Forcepoint, on ne crée pas des règles de sécurité statiques pour la protection de données qui ne vont jamais être modifiées, mais l'idée, c'est de faire un monitoring continu des utilisateurs dans leur interaction avec la donnée, calculer le niveau de risque que présente cet utilisateur et adapter les règles de sécurité et de protection de données selon le niveau de risque. Un exemple très simple, quelqu'un qui travaille dans le département finance, il a accès à un certain nombre de données financières, à un système particulier de l'entreprise. Et en fait, la solution Forcepoint va surveiller son comportement. Si on détecte dans son comportement, si son niveau de risque augmente sensiblement, on va instruire la solution de protection de données de bloquer ou de générer une alerte ou de faire l'action qu'il faut, la mieux adaptée possible. Donc, tout ça, c'est fait de manière dynamique pour repérer le plus tôt possible le risque et d'adapter nos mesures de sécurité à ce risque-là. Et en fait, dans cette offre SASI, data-centric SASI de Forcepoint, on retrouve des solutions comme au centre, la première chose, c'est la Secure Gateway, Cloud Security Gateway, c'est l'accès à vos applications cloud, web, et Sanctioned Cloud Application et Unsanctioned Cloud Application. Donc, à partir de là, on applique la DLP sur les trafics, sur votre trafic web. Dans cette couche SASI aussi, si vous souhaitez aller vers une application privée, nous avons la possibilité à travers le Zero Trust Network Access de vous donner l'accès à vos applications privées sans VPN.
le Zero Trust Network Access, qu'on appelle chez nous Private Access, on va dire, ça sera à terme le remplaçant du VPN. Il a son propre fonctionnement, sa propre architecture, qui est différente du VPN. Mais si vous êtes ouvert au cloud, si vous êtes ouvert à la consommation des applications cloud, c'est un outil qui peut être très intéressant, beaucoup plus intéressant que le VPN classique. Donc, semblerait que nous ayons une petite coupure, justement, et d'ailleurs, ça me permet de rebondir en effet sur la petite anecdote, enfin pas anecdote, hein, une réalité émise par M. Jawad Adouchi de Tenor Group. Il dit qu'il faut que les opérateurs télécoms suivent en termes de disponibilité Internet. Et oui, en effet, de plus en plus de gens sont connectés à distance, donc exploitent la bande passante. Et parfois, ben voilà, on se désactive. À toi, Sofiane. Ça va, je me suis reconnecté? Ça marche, oui, en effet. OK, parfait. Donc, je disais, le Cloud Security Gateway, c'est votre porte à Internet. Votre trafic web va arriver sur le Cloud Security Gateway et à partir de là, vous pouvez décider qu'est-ce que vous autorisez, qu'est-ce que vous bloquez. Et quand vous autorisez certaines catégories web, vous pouvez appliquer la sandbox, l'analyse anti-malware, le RBI sur le trafic web. Et puis, on va distinguer aussi une catégorie spécifique de trafic web qui est les applications cloud. Et dans les applications cloud, on a deux types d'applications. Sanctioned Cloud Application, celles qui sont adoptées officiellement par l'entreprise. L'exemple le plus courant, c'est Office 365, Salesforce et Google Suite, etc. Et puis, un Sanctioned Cloud Application, c'est les applications qui sont quand même exploitées par les employés, mais qui ne sont pas officiellement adoptées par l'entreprise. Alors, la question se pose, est-ce que pour ces applications sur lesquelles on va mettre des données ou on va les utiliser pour faire telle tâche ou telle tâche, est-ce que c'est conseillé de les bloquer ou pas? Il n'y a pas de réponse finale. Si les utilisateurs exploitent ces applications, c'est qu'elles apportent une réponse à une problématique qui est posée dans un contexte particulier. Et ça revient à l'entreprise, à travers son RSSI ou à travers le responsable IT, d'évaluer cette application, et, soit de la bloquer et donner l'alternative en tant que sanctioned application, ou si cette application paraît intéressante, l'adopter officiellement et elle devient une sanctioned application et on va la contrôler à travers une brique qu'on appelle CASB. CASB, ça va vous permettre déjà d'avoir la visibilité nécessaire sur toutes vos applications cloud. Donc, vous allez pouvoir voir d'où se connectent vos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font sur cette plateforme-là, quelles données ils manipulent, avec qui ils partagent ces données, etc., avec une analyse comportementale et une analyse de risque continue. Et puis, on a la brique, le Next Generation Firewall, qui n'est plus Next Generation maintenant, c'est une solution, c'est une technologie qui est quand même là depuis une dizaine d'années, et ça reste une brique très importante dans la nouvelle architecture, dans la mesure où elle va connecter votre site central et vos branches directement au cloud au lieu de passer par les VPN. Et à partir de là, on pourra appliquer, avoir une politique unifiée, ce parapluie qui va s'appliquer à votre site central, à vos sites distants et à vos utilisateurs. Et puis, l'autre brique importante, c'est la protection des données, Data Loss Prevention. Elle est présente, en fait, la Data Loss Prevention, elle est présente sur les endpoints, sur le cloud, donc sur le canal email aussi. On va contrôler tous les échanges de données régulés ou pas, tout ce qui relève de la propriété intellectuelle. Donc, vous aurez la première chose, la visibilité sur ces données-là. Et par la suite, vous pouvez mettre en place les contrôles ou les actions qu'il faut de blocage, mise en quarantaine, alerte, etc. Donc, vous avez avec la DLP un outil très puissant pour vous concentrer sur la donnée et voir comment vos utilisateurs interagissent avec vos données les plus précieuses. Et enfin, on va dire c'est un service
qui va travailler en background pour justement prendre ces événements DLP-là, cette interaction de l'utilisateur avec la donnée, et faire un calcul continu du niveau de risque. C'est la brique Dynamic User Protection. En fait, vous pouvez trouver sur le marché, l'autre nom, c'est User Activity Monitoring. Donc, on va surveiller l'activité des utilisateurs dans leur interaction avec les données et grâce au DUP, faire un calcul continu du niveau de risque. Ce niveau de risque est consommé par la DLP pour justement adapter les politiques de sécurité qui sont mises en place. Par exemple, quelqu'un qui peut accéder à OneDrive, télécharger des données qui sont considérées confidentielles. À un moment donné, on considère que son niveau de risque est élevé. On va en fait dynamiquement bloquer cet accès, du moins temporairement, pour éviter toute fuite de données. Alors, je vais en fait, on va faire une petite démo, mais en fait, la démo sera sous forme de vidéo. Et pour voir comment toutes ces technologies, enfin du moins les plus importantes, comment elles fonctionnent. Et en fait, si vous voulez avoir plus de détails sur ces briques-là, si vous souhaitez voir ça en action, juste après la vidéo, il y aura une invitation vous aurez un pop-up qui s'affiche pour demander votre propre démo et on pourra faire une séance spécifique à votre contexte et faire la démo qu'il faut. Alors, avant de lancer la vidéo, si tu veux bien, je voulais juste faire un petit retour quant au sondage qui a été posté tout à l'heure. Donc, à la question, allez-vous adopter le télétravail comme standard? Oui à 63%, non à 37%. C'est donc réellement un résultat qui reflète la situation actuelle, avec une vraie tendance au télétravail. Hein. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, après cette vidéo et après l'offre gratuite que vous allez voir apparaître sous forme de pop-up, n'hésitez pas à cliquer pour avoir cette offre. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et Sofiane se fera un plaisir de vous y répondre. Voilà. Oui. Alors, justement, Christophe, pour enchaîner sur ça, en fait, il y a eu une étude, j'ai vu les chiffres, une étude qui a été commandée par Microsoft, je crois, et en fait, il y avait, les chiffres étaient similaires, c'est-à-dire il y avait 70% qui demandaient en fait plus de flexibilité dans le travail à distance, et qui étaient même prêts à avoir des réductions de salaire en contrepartie de cette flexibilité. Donc, 70%, 67%, en fait, on est très proche de la réalité. Et justement, dans un monde où on passe à un mode de télétravail à 100%, à 80%, à 50%, peu importe, il faut maintenant mettre en place de nouveaux outils pour justement ne pas perdre le contrôle sur vos données et sur la sécurité de votre système d'information. Et dans cette démo, en fait, on va voir en marche comment le Cloud Security Gateway opère avec un petit plus qui est le Remote Browser Isolation. Cloud Security Gateway, vous pouvez le voir comme un proxy dans le cloud, sur lequel vous allez envoyer tout votre trafic web et il va faire les contrôles qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire bloquer, autoriser, avec en background beaucoup de services tels que l'analyse anti-malware, la sandbox et le RBI. N'oubliez pas d'activer votre micro lorsque la vidéo sera lancée, hein, le son de la vidéo, si toutefois il n'est pas activé de votre côté, chers auditeurs. Alors, en fait, cet utilisateur va essayer de se connecter à un site de jeu. D'habitude, dans une entreprise, on bloque ce site de jeu, mais comme l'utilisateur travaille à distance, donc on peut se dire que oui, on va l'autoriser à accéder à ce genre de site. Mais le petit plus, c'est en fait, par exemple, là, dans cette catégorie, on a la catégorie Newly Registered Website. C'est une catégorie problématique parce que, en tant que professionnel de la sécurité, mon premier réflexe est de la bloquer parce que je sais que les attaquants exploitent des sites qui sont mis en ligne pendant quelques heures, quelques jours, juste pour distribuer des malwares. Mais en même temps, cette catégorie, elle regroupe beaucoup de sites valides et qui ont vu le jour récemment. Donc, bloquer ou ne pas bloquer, ça reste une question et ça reste une question posée et la réponse en fait diffère d'une entreprise à une autre.
Mais grâce à RBI, Remote Browser Isolation, je peux quand même autoriser cette catégorie tout en assurant la sécurité qu'il faut. Et dans ce cas de figure, la catégorie est bloquée, mais je donne la possibilité à l'utilisateur de lancer la page web dans un remote browser. Et en cliquant sur le bouton, et là, le site web qui apparaît. Alors, ce que voit l'utilisateur, ce n'est pas le site web réel, c'est une image, on va dire, je vais l'appeler une image du site web avec une expérience utilisateur quasi réelle, sans aucun changement. Sauf que, je ne sais pas si vous le voyez, il n'accède pas au site web directement, mais il passe par une solution Remote Browser Isolation. C'est un container qui est lancé par tab. Et chaque tab dans le browser aura son container dans ce serveur distant. Et c'est à partir de là qu'on va lancer la page web. Et en fait, tout le code source de la page web, tout le code dynamique, il est traduit vers 23 lignes de code sur l'image que vous voyez. Donc, si on voit le code source de cette application ou de ce site web, vous allez voir que 23 lignes de code sans aucun JavaScript, sans aucun contenu dynamique. Le deuxième module du Cloud Security Gateway, c'est la partie CASB et DLP. Et CASB, là, on va s'intéresser aux applications cloud adoptées officiellement par l'entreprise, telles qu'Office 365 dans ce cas, et comment on va contrôler l'interaction avec les données, le téléchargement de données et le upload des données. Alors, par exemple, j'ai un utilisateur qui veut se connecter sur WeTransfer, qui est assez connu dans notre région, et il va essayer pour uploader des données. En fait, nous n'autorisons pas sur notre réseau l'application WeTransfer, mais ce qui est bien, c'est qu'on lui donne l'alternative qui est adoptée par l'entreprise officiellement. Donc, chez nous, on utilise OneDrive, on bloque WeTransfer et en donnant l'accès à OneDrive. Et une fois qu'il est sur OneDrive, il va essayer de télécharger des données confidentielles. Par exemple, dans ce cas de figure, des numéros de carte de crédit. Supposons qu'il n'a pas le bon profil pour télécharger ces données-là, donc on va le bloquer. Et dans le sens inverse aussi, supposons qu'il souhaite uploader des données sensibles, d'autres numéros de carte, on a toujours la possibilité aussi de bloquer cet upload-là. Voilà, donc toute manipulation des données sensibles en upload ou en download, on peut la contrôler au niveau du CSG. Sachant que pour la protection des données, on a le endpoint qui est installé sur le PC et là, on a beaucoup plus de contrôle. On peut contrôler l'envoi vers l'USB, par exemple. Vous pouvez contrôler l'impression de vos données. Si vous souhaitez qu'un certain type de données ne soit pas envoyé vers l'USB ou s'il est envoyé vers l'USB, il est crypté. Quand il est imprimé, on peut contrôler ce qu'on peut imprimer ou pas. Donc, avec un agent qui est installé sur un poste, sur un laptop de votre utilisateur qui travaille à partir de sa maison ou dans le café du coin, vous pouvez contrôler tout ce qu'il peut faire avec vos données selon la classification que vous avez donnée à ces données-là. Et puis, on a le module Private Access qui est, on va dire, le remplaçant du VPN. Et l'idée, c'est en utilisant toujours cet agent qui est installé sur votre PC, qui va faire plusieurs choses en fait. Il va rediriger le trafic web et cloud vers le Cloud Security Gateway. Il va jouer le rôle d'agent DLP sur le poste pour contrôler tout ce qui est impression, envoi vers l'USB, gravure, tout ça au niveau du endpoint. Et il va aussi remplacer le client VPN dans le sens où, en fait, du point de vue user experience, l'utilisateur va manipuler son PC sans se soucier de la connexion. Il va lancer un browser, il va lancer l'URL de l'application qui est dans le data center de l'entreprise et l'agent le redirige
vers cette application à travers le cloud. Ni connexion, ni ouverture de port, ni rien. Alors, comment le Private Access fonctionne? En fait, on a un poste qui va être connecté à Internet. La première chose, on va vérifier qu'il n'a pas le même adressage que le réseau de data center de l'entreprise et qu'on n'a aucune connectivité IP directe avec les applications qu'on va publier. Voilà, donc 10.1.0.1 n'est pas accessible. Et voilà, donc notre endpoint est connecté, le Force.1 endpoint est actif, il est installé sur ce poste et c'est lui qui va s'occuper en fait, la magie va opérer. On va se connecter à SAP qui est une application publique. Il est dirigé directement vers cette application. Wiki, la même chose. SharePoint qui est installé dans le data center, la même chose. Alors là, sur l'application Splunk, par contre, nous n'avons pas encore publié l'application et on va faire le travail pour publier cette application dans Private Access. Donc, on se rend dans le portail de gestion de Private Access. On va créer notre application. On donne l'adresse IP de l'application Splunk. Et voilà. Une fois qu'on a validé la configuration, on revient sur le endpoint, on essaie de se connecter à Splunk qui est dans mon data center et maintenant l'application est accessible à travers son adresse privée. Alors la chose qui n'est pas visible dans la démo, c'est que en créant ces applications, il y a une autre étape de configuration où on associe l'utilisateur à l'application. Et c'est là où le Zero Trust, en fait, on commence à le voir, c'est-à-dire on n'autorise pas un utilisateur à accéder à un sous-réseau, mais on va autoriser un utilisateur à accéder à une application donnée. Et derrière, on peut appliquer, en fait, dans le CSG, ce qui est bien, ou dans Private Access, on va appliquer les règles de firewalling parce que c'est un firewall à ce service. On va appliquer l'IPS, on va appliquer l'analyse anti-malware et on va appliquer le FBI aussi qui est supporté. Et en fait, vous voyez maintenant, si vous souhaitez voir tout ça en application dans votre entreprise, donc je serais ravi de vous faire la démo, de réaliser un POC. Et vous aurez, donc il y a une section polycopier. Vous pouvez télécharger les datasheets. Et puis, il y a deux documents très intéressants qui expliquent en détail la notion du Zero Trust. Donc, je vous invite à télécharger ces deux documents. L'un est de Nice, où on décrit l'approche Zero Trust qui prend toute son ampleur dans l'architecture actuelle et dans ce qu'on vit actuellement, surtout avec l'accélération de la transformation digitale. Alors, pour résumer, en fait, notre plateforme Cloud Security, enfin, SASI, en fait, on a une architecture SASI et qui adopte une approche Zero Trust avec le monitoring continu, avec l'analyse du comportement humain. Tout ça pour justement vous donner ce service dans le cloud qui permet de protéger vos utilisateurs, mais c'est surtout d'avoir la visibilité et le contrôle de vos données, quelles que soient ces données régulées ou propriété intellectuelle, et peu importe le lieu, sur le poste du client, dans les applications cloud ou sur le réseau de périmétrique dans l'entreprise. Donc, on a un seul agent, une seule policy de protection des données, des policies qui sont créées dynamiquement, qui s'adaptent dynamiquement au niveau de risque. Et puis, on a toute la magie, la flexibilité de déploiement du cloud, c'est-à-dire on a plus ce problème de solutions on-prem, de hardware, d'équipement, de maintenance, de mise à jour, etc. Tout ça disparaît quand on a une approche basée sur le cloud.
Merci. Donc, voilà, c'était la fin de ma présentation. À toi, Christophe. Alors là, on voit apparaître la dernière question du webinaire. Avez-vous été satisfait, très satisfait, satisfait, insatisfait? Donc, vous pouvez soumettre votre réponse sans attendre. Je vois que nos auditeurs ont été très sagement écouté cette présentation qui apparemment a été d'une clarté totale, mon cher Sofiane, puisque nous n'avons pas de questions. Moi, j'en profite pour vous dire qu'au-delà du code qui vous a été proposé à travers la petite fenêtre pop-up, sachez que vous pourrez retrouver la société ForcePoint à travers la présence de SPG et que vous pourrez bénéficier de rendez-vous en one-to-one afin de pouvoir en savoir plus sur cette solution ForcePoint. Voilà, chers auditeurs, donc rendez-vous à 16 h pour le prochain webinaire qui sera assuré par la société Trendmicro sur le thème The Cloud Journey, bien faire les choses dès le départ. Merci Soufiane pour cette présentation. Merci à tous et je vous donne rendez-vous pas plus tard que dans une heure. On a une question, Christophe. Ah, une question est tombée. Ah là 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 là. Et ben voilà, et mieux vaut tard que jamais, cher Jawad. Est-ce que c'est possible de contrôler l'accès Internet pour une utilisation uniquement pro? Oui, oui, tout à fait. Donc, du moment vous avez ce petit agent qui est installé sur le poste client qui va en fait imposer que tout le trafic web va passer par le CSG. Et sur le CSG, ça revient à vous de décider ce que vous autorisez, ce que vous n'autorisez pas. Vous pouvez attribuer des quotas, vous pouvez pratiquement tout contrôler à partir de là. Dernière chance, une dernière question peut-être? Allez, on laisse 2, 3, 4 secondes, puisque Sofiane, vous avez la chance d'avoir un expert en cybersécurité avec nous. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une dernière question? Bah, écoutez, dans tous les cas, vous pourrez retrouver la société ForcePoint sur la plateforme DigiCloud. Donc, rejoignez la plateforme, sollicitez ForcePoint et je vous dis à tout à l'heure à 16 h pour le webinaire de la société Trendmicro. Au revoir.